Non, non. Ouais, on va commencer comme ça. On a enregistré pendant 20 minutes et puis John s'est rendu compte qu'il avait son micro de qualité au Mexique. Voilà. Donc Donc, voilà, on a fait ça enregistre pour vous, donc je juste pour reprends. vos oreilles. C'est pour Voilà. vos oreilles qu'on le fait. Bref, mon intro c'était l'UFC 309, c'est ce week-end, mais on dirait que la hype est très basse. On glissera sur la proposition de Jones qui veut Pereira pour la ceinture BMF, hashtag LOL, et Ankalaev qui attaque Jones sur Twitter, hashtag Megalol. On doit aussi parler de Manon et Valentina qui se chauffent sur les réseaux, en parlant de réseaux BSD qui s'agacent, et évidemment l'impact que peut avoir Mike Tyson contre Jake Paul sur Netflix. Tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. John, Je compte toi te dire, qui juste es, une petite chose, je trouve que ton intro est beaucoup mieux, heureusement qu'on a recommencé, donc je suis super content. Non, j'ai flanché sur un mot. Incroyable. On va prendre mon intro de l'autre et on reprend ici. Donc, John, par rapport à l'UFC 309, moi j'ai l'impression qu'il y a peu de hype. Est-ce que de ton côté, tu as ce même ressenti? Imagine, je te donne une réponse rien à voir par rapport à la première. Non, Je y a connais pas- déjà ta réponse, mais Voilà. Bah écoute, si tu veux, je vais reprendre des points qu'on a dit juste avant et comme ça, ce sera plus facile. Donc on était tous les deux d'accord pour dire que il y a peu de hype et les facteurs qu'on analyse sont dans l'ordre principalement. John Jones nous prend pour des cons. En deux, il y a la carte est assez pauvre. Pas pour un numéroté, mais comparé à ce qu'on a d'habitude au Madison Square Garden, etc. À New York, c'est vraiment fin d'année d'habitude, c'est vraiment des bons combats qu'il y a. Et puis il y a beaucoup de combats où la différence entre les combattants est notable. Donc à part Stipe contre John Jones, on sait aussi qu'il y a Bonical où c'est aussi une cote qui est, c'est un Encore peu pire. faire valoir, qui est encore pire. Et le troisième combat, c'était qui encore? J'ai oublié. Ruffy contre Lone Top. Oui, mais je pense aussi que chez les femmes, il y avait aussi un autre combat où c'était. Et Arrojo contre Silva, mais c'est moins drastique. On est sur du 70-30, on n'est pas sur du 85-15 ou du 90 même. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je crois que le sujet principal et celui dont on voulait parler, c'est John Jones qui, Ouais. qui nous prend pour des cons. Franchement, c'est abusé. Non, vraiment, on peut le prendre on expliquait la chose suivante, c'est que c'est un problème de communication. Ouais, explique parce qu'en fait, on a fait un débat pendant 20 minutes pour arriver à cette conclusion et je crois que les gens ont besoin du justificatif, tu vois. C'est ça. Donc en fait, on était d'accord pour dire que John Jones mérite de choisir un combat, vu la carrière qu'il a eue, et que John Jones, pour nous, c'est normal s'il a envie de prendre Stipe et de l'accrocher à son palmarès. Jusque-là, on est d'accord. Par contre, la manière dont il le justifie, déjà, on était sorti de la phase Dana White qui nous associait John Jones comme pas possible et qui disait que c'était le meilleur de tous les temps, qu'il est imbattable, qu'il est incroyable, que blablabla. On sort de cette phase et encore, on est un petit peu dedans de temps en temps et on arrive dans la phase où John Jones nous vend Stipe comme si c'était à cette époque. Hein, je parle pas il y a 4 Aujourd'hui, ans. ouais. Voilà, donc Le Stipe qu'on verra samedi, ouais. voilà, le Stipe qu'on verra samedi est le meilleur poids lourd de tous les temps, etc. Et en fait, ça nous embête un peu parce que non seulement il y a Aspinall, mais en fait il descend Aspinall. Et c'est ça le problème, c'est que il descend toutes les valeurs qu'ont l'UFC. En mettant Aspinall down, il y a plein de contradictions. La première, il dit que pourquoi est-ce qu'il donnerait sa chance à Aspinall? Mais lui, il a été champion grâce au fait que quelqu'un lui a donné sa chance alors qu'il était jeune et qu'il n'avait pas encore tout prouvé. Première chose. Ouais. Deuxième chose, il diminue la valeur d'une belt. Donc la ceinture intérimaire, maintenant, on ne sait plus exactement ce que ça vaut et donc on suit l'UFC et donc attends, mais alors à quoi ça sert d'avoir des combats pour ça? Et donc on se dit que peut-être qu'à l'avenir, maintenant, quand on verra une belt, on se dira ça n'a pas autant de valeur que ce qu'on pensait, parce que pour nous, c'était le prochain combat, c'est la belt intérimaire contre la normale. Et enfin, c'est de dire que tous les résultats de ce qu'a fait Aspinall ne valent rien, alors que pour nous,
il a des résultats, enfin pas pour nous, non, il a des résultats qui sont beaucoup plus impressionnants ces dernières années que Stipe. Et encore Stipe, en fait, il a même pas de résultats. Ça fait des années qu'il combat pas. Donc du coup, c'est un peu se foutre de nous. Et je trouve que j'ai vu un énorme shift. Pardon pour tous les anglicismes, ça aussi il y avait dans l'épisode juste avant. J'ai vu un grand changement, voilà, un grand changement dans l'attitude des gens. C'est-à-dire que on a tous du respect pour le combattant John Jones. D'un point de vue personnel, on a tous des choses à dire. Différents, ouais. C'est ça. Même par rapport à la partie purement sportive avec le dopage, etc. Il y a des choses à redire. Mais par contre, on se dit, voilà, il a une carrière qui est incroyable. Il a amené un style, il a été créatif, intelligent. Il a fait énormément de choses. Il a apporté beaucoup de choses pour le sport. Voilà. On trouve qu'il mérite d'avoir un combat en fin de carrière et ça aurait été totalement légitime de dire, j'ai envie d'accrocher ce nom-là. Mais c'est la communication et le fait qu'ils nous prennent pour des cons qui a fait que il y a eu ce changement que j'aurais jamais pu imaginer. Mais je vois plein de gens qui défendaient John Jones, qui le défendent plus. Tout le monde commence à en avoir marre et de se dire, écoute, là, c'est plus défendable, quoi. Là, ça devient n'importe quoi. Il a clairement abusé parce que le but d'une promotion de MMA, donc l'UFC, et un combattant par définition devient lui-même promoteur de ses combats parce qu'aujourd'hui c'est un levier de négociation. Embellir, ça fait partie du jeu. On sait que l'UFC, dans son marketing, dans sa communication, et les combattants eux-mêmes embellissent les combats. Et ça peut nous hyper. Mais il y a une ligne à ne pas dépasser, la ligne de nous prendre pour des débilos. On en avait parlé dans notre lettre ouverte avec le PFL. Le PFL nous prend pour des débilos, ben on se sent insulté. Et quand tu te sens insulté, t'as pas spécialement envie de regarder. Alors ici, on va faire la distinction. Ça reste un combat de John Jones. Nous, on va regarder. Mais Et je pense que ça va marcher. Hein. Je pense que les chiffres, je pense pas que. D'ailleurs, voilà, c'est difficile d'avoir un combat comme celui-là. T'as toujours la curiosité. C'est un peu comme Mike Tyson contre Jake Paul. Même si tu te dis bon, d'un point de vue sportif, ça apporte rien, t'as toujours un peu, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, c'est morbo en espagnol, c'est genre l'envie de regarder quelque chose que tu sais pas trop comment ça va se dérouler, tu vois. Donc, la curiosité. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que je me pose quand même la question de, en tant que fan de MMA, t'as plus envie, tu serais plus intrigué par Stipe contre Aspinall. Mais je me demande si ça ferait autant de chiffres ou plus de chiffres, parce que finalement, la name value fait beaucoup sur le public cible, qui est le public américain. Et juste pour rebondir sur un truc, parce que on a pris l'exemple aussi de Dana White qui nous a bassiné avec John Jones, c'est le numéro 1 pound for pound. Il a très rapidement bifurqué vers l'humour. Il a utilisé ça comme quelque chose de fun et par conséquent, comme on voyait ça plus comme de la comédie, on se sentait moins insulté et donc ça faisait partie un peu de la communication. Je vais pas dire hypante, mais voilà, on prenait ça avec légèreté. Mais ce que fait John Jones, c'est quasi irrespectueux envers Aspinall et irrespectueux envers nous. Et ça, on aime moins. Et donc, comme McGregor le dit, que tu m'aimes, que tu me détestes, tu vas regarder mon combat. Et là, Jones, on a l'impression qu'il a un peu pris genre que tu me détestes, tu vas regarder mon combat. Tu vois. Non, que je te prenne pour un con ou pas, tu vas regarder mon combat. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, le pire, c'est ça, et ça m'embête, tu vois, parce que j'aimerais bien dire, écoute, je regarde pas, mais bon, je me connais, je vais regarder le combat. Enfin, c'est sûr et certain que je regarde le combat. Oui, bien sûr. Mais c'est plus le fait que, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est qu'au départ, Dana White est pris dans un truc gros comme une maison qu'il essaye on se rappelle de comment est-ce qu'il parlait de John Jones, et comment est-ce qu'il avait peur de Francis, et comment est-ce qu'il y avait tout ça. On se rappelle très bien de ça. Et que c'était mieux pour lui qu'il vienne pas en poids lourd, blabla. Et puis après, dès qu'il y a eu un accord financier, c'était, bon, ok, d'accord, John Jones c'est le meilleur de tous les temps. Et puis après, ça a été à totalement l'autre extrême. Mais c'est son métier, il est promoteur, il doit faire en sorte que les gens regardent. Quand il était pris dans J'étais trop loin, il en a fait de l'humour. C'est bon, il tirait des cartes avec John Jones, il faisait des blagues dessus. Enfin, c'était les gens vont encore rigoler de moi, mais bon, voilà, on va dire ce qui est, c'est John Jones. Ben voilà, au final, tu te dis, ok, c'est bon, il corrige le tir. Mais John Jones, il reste dedans. Il reste dans Aspinall mérite pas. Aspinall mérite pas. Je vais laisser un titre vacant, genre grand seigneur, pour affronter Alex Pereira en BMF. Enfin, pour la BMF, mais c'est même ne plus respecter la BMF non plus, en fait. Il respecte plus rien, tu vois. Non, comme tu le dis, en fait, là, tu perds la définition de champion intérim, parce qu'on a un champion intérimaire qui a dû défendre. Alors, c'est déjà arrivé par le passé quand le champion est absent très longtemps, donc ça, c'est pas un souci en soi. Mais quand le champion revient, la définition même de champion intérim, c'est il faut unifier les titres. À ce moment-là, il n'y a pas un autre challenger qui... Non, il y a un illogisme sportif par rapport à ça. Et donc, clairement, le fait qu'ils disent
Bon, maintenant, je vais défendre contre Stipe. Et puis, le seul challenge qui m'intéresse, c'est Alex Pereira pour la BMF. Alors, tu es en train de manquer de respect à Max Holloway, qui est toujours le BMF. C'est pas une ceinture qui traîne et qu'on fait passer d'un à l'autre. Tu as eu Diaz contre Masvidal. Les deux n'étaient plus à l'UFC. Elle est devenue vacante. Il y a eu Gaethje contre Poirier 2. Gaethje l'a prise. Et Holloway le lui a pris la ceinture BMF. C'est le champion BMF actuel. Elle n'est pas vacante, cette ceinture. Donc, qu'est-ce que tu viens foutre à dire ça? D'autant plus que autant Pereira, c'est la définition incarnée de BMF, 100%. Max Holloway, Pereira, c'est les deux noms qui doivent sortir en premier quand on pense BMF. Autant John Jones, non, tu sors littéralement, tu vas sortir littéralement du choix facile. Alors, les gens vont peut-être m'attaquer, c'est pas une insulte envers Stipe Miocic. Stipe Miocic est underdog. John Jones est à 1.11 contre Stipe Miocic. Si le combat ce week-end c'était John Jones contre Aspinall, on est tous d'accord pour dire que John Jones ne serait jamais favori à 1.11 contre Aspinall. CQFD, John Jones prend le choix facile. C'est pas la définition BMF. C'est pas la définition BMF. Et c'est comme tu l'as dit, John Jones fait partie des plus grands de tous les temps par rapport à ce qu'il a fait uniquement dans la cage. Je rentre pas dans les débats de antidopage, enfin dopage, et je rentre certainement pas dans les débats de tout ce qu'il a fait de dégueulasse en dehors de la cage par rapport au côté humain. Ce qu'il fait dans la cage, ce qu'il produit en tant que combattant, oui, il fait partie des plus grands de tous les temps. Ce qu'il fait ici, en mode je veux Stipe plutôt que Aspinall, sur la name value, ça se comprend, mais clairement, c'est pas le plus gros challenge sportif. Et normalement, tu veux voir le all-time great, le GOAT, comme quelqu'un qui s'est constamment challengé sportivement. La critique qu'on a fait à Khabib Nurmagomedov, c'est de jamais s'être challengé dans une autre division de poids. La critique qu'on va faire ici à Jones, c'est t'as pas pris le plus gros challenge pour ce combat. Si c'est son dernier, c'est vraiment ça qu'on va dire. C'est ça. Mais il y avait cet aspect, on le pressent que c'est une manière de pouvoir négocier plus tard si jamais il y a un combat contre Aspinall. C'est-à-dire dire, voilà, moi, ce combat ne m'intéresse pas. Bon, il m'intéresse, mais en fait, il faut que vous allongez les billets et on aimerait bien que l'Arabie Saoudite s'en mêle pour qu'ils allongent et qu'ils disent, OK, John Jones revient et on le fait là et blablabla. Mais le seul truc qui est là, c'est que c'est ce qu'on dit, c'est que si c'est une stratégie pour pouvoir faire augmenter ton prix ou pour pouvoir revenir, si jamais tu veux revenir ou n'importe où, ben, ne dis pas que c'est un combat pour ta legacy et ne prends pas les gens qui te suivent et qui payent pour ça pour des cons, en fait. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça, c'est de dire, il y a moyen de le faire. Tu pouvais tout simplement dire, voilà, je ne sais pas si c'est mon dernier combat ou pas, mais probablement que c'est, et j'aimerais accrocher un grand nom. D'ailleurs, quand on dit le plus grand des poids lourds pour moi de tous les temps, c'est pas le GOAT pour moi, c'est Fedor en poids lourd. Donc même par rapport à ça, bon, il y a une petite parenthèse. Mais du coup, moi, ce que je voulais dire, c'était, si jamais tu dis ça et tu dis j'ai envie d'accrocher un gros nom à mon palmarès, le meilleur de l'UFC si tu veux, bah là il y a personne qui lui en voudrait, il y a personne qui dirait ok on te comprend pas etc. Bon j'ai déjà tel âge, je suis fatigué, j'en sais rien. Et puis il pourra toujours revenir et négocier avec l'UFC surtout s'il gagne. Par contre, juste on en a pas parlé dans le truc d'avant, si jamais Stipe gagne le combat, c'est le plus grand troll de toute l'histoire. Ce serait énorme. En fait, tu sais quoi, parce qu'on en avait parlé avec Brian, tu vois, Prime Stipe, il a toutes ses chances contre un Oui, John mais Jones, c'est ça le mot, mais bon, mais bon. Donc toute la question ici, c'est quelle version de Stipe on a. Et juste avant d'enregistrer le podcast, je voyais quelqu'un qui avait partagé Stipe au photoshoot et il est en bonne shape, tu vois, il paraît être en bonne shape. Alors de l'autre côté, il passe une interview sur Ariel Helwani où, encore une fois, les gens ils mettent pas des sous-titres. Désolé Stipe, mais on doit te sous-titrer. Mais il dit qu'il a encore fait un shift de 24 heures en tant que pompier il y a 2 semaines avant le combat, quoi. C'est un peu à quel point, allez, c'est ouf de se dire. Alors, il le fait. Je pense pas qu'il reste pompier pour l'argent. Je pense qu'il est vraiment passionné par ce métier. Mais à un moment, mec, tu fais ton retour pour la ceinture pour battre John Jones. Fais 4 semaines sans, voilà, fais 4 semaines sans shift. Tu peux te le permettre, quoi, et tout le monde comprendra. Tes collègues en premier. Donc, non, ouais, il a vraiment l'opportunité de faire un énorme. Là, franchement, si ce sport nous offre ce moment, je sais même pas ce qui se passe. Je sais même pas imaginer ce qui se passe après qu'est-ce que dit Dana White, qu'est-ce qu'il y a un retour. Franchement, c'est horrible parce que on a tellement tout analysé et c'est vraiment triste parce qu'on a tellement tout analysé en disant bon bah comme si Stipe était
voilà, enfin, un faire-valoir qui n'a aucune valeur, etc. Alors que c'est toujours ça la tristesse de ce narratif. Ouais. C'est ça, c'est que c'est horrible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hype. C'est parce que on le considère vraiment comme ça. Et du coup, on a dit bon bah après, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'il se bat contre Aspinall, contre Alex, contre tout ça? Enfin, et au final, on ne s'est pas penché une seule fois sur le cas. Est-ce que si Stipe gagne, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Bon, voilà. Du coup, moi juste par rapport à Unibet, vous savez, on met des petites unités qui sont fictives juste pour rigoler. Moi, je vais en mettre une sur Stipe, juste pour dire, voilà, il faut le respecter. La cote, c'est des poids lourds. On sait jamais ce qui peut se passer. La cote, elle est énorme, tu vois. Donc voilà. Franchement, un Stipe qui prend ça j'ai dire ça comme ça, un Stipe qui prend ça au sérieux et qui est pas complètement ralenti par son âge, clairement, il y a plus que 15% de chances qu'il l'emporte. Le 15% qui lui est donné, c'est alimenté par ce narratif de il s'est plus entraîné depuis 3 ans ou plus beaucoup, il est lent, il est raide, j'en sais rien, mais c'est vraiment par rapport à son âge, c'est pas par rapport Il y a à aussi son le chaos niveau, qui se prend, le chaos qui se prend. Ouais, c'est pas un manque de respect par rapport à qui il a été, parce que comme l'avait dit Brian et moi, s'ils s'étaient rencontrés en 2019 ou 2020, juste après la dernière victoire de Stipe contre Daniel Cormier, juste après la série décevante de victoires de John Jones et qui serait monté à ce moment-là, ben on aurait limite mis Stipe Miocic favori. Donc voilà, si on veut donner du respect à Miocic, voilà ce qu'on dit. C'est si vous étiez affronté en 2020-2021, j'aurais eu aucun mal à te mettre favori ou du 50-50 ou Jones léger favori à ce moment-là. Ici, c'est clairement le narratif qui fait que on n'est pas dans cette position-là et que du coup tout le monde est déjà axé, genre Jones va gagner, que va-t-il se passer après, et qu'on est très déçu par la communication de Jones qui discrédite complètement la présence d'Aspinall, qui regarde ailleurs, et on doit espérer, même si c'est pas top, on doit espérer qu'il fait ça à des fins de négociation en mode j'ai tellement communiqué sur le fait que Aspinall ne m'intéresse pas parce qu'il ajoute rien à ma legacy que finalement si je prends une semi-retraite ou si je dis à l'UFC le seul moyen de me faire revenir c'est Pereira pour la BMF, eh ben, peut-être que l'UFC va dire est-ce que tu reviendrais contre Aspinall parce que c'est ce que veut le public pour telle somme qui est le double de ce qu'il se ferait contre Stipe et que là il accepterait. Ce serait bien joué de sa part au final en termes de négociation, mais voilà, il y a une petite déception, un petit pincement au cœur en tant que fan. Bon, je propose de passer au sujet d'après parce que là on a cassé du sucre sur John Jones. Je vais quand même le défendre vis-à-vis d'Ankalaev. Parce que Ankalaev, sa communication, je suis pas méga fan là. Donc il a tweeté ceci. Il a tweeté facts. John Jones has only 2 finishes in the last 10 years. He also went 5-round decision with OSP. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour la traduction, sur les 10 dernières années, il a gagné combien de fois? Combien de KO? Il a que 2 finishes. De finisher ça. Et en plus de ça, il a fait une décision contre OSP en 5 rounds. C'est un peu, donc du coup, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que ça vient de Ankalaev, en fait. C'est surtout ça qui me fait rire. Parce que bon, c'est des faits et on peut pas l'enlever, mais bon, faut remettre l'église au milieu du village. Ce qu'a fait John Jones, il a pris les meilleurs, c'est que des combats pour le titre, etc., etc. Donc, du coup, voilà. La critique est facile, mais vas-y pour faire pareil. Du coup, moi, ce qui m'a juste fait rire, c'est ce que je disais juste avant, c'est quand il a mis un mème, mais qui m'a vraiment fait rire parce que John Jones répond et se défend, et je sais pas pourquoi est-ce qu'il prend la peine de le faire, mais bon, soit. La legacy toujours. Et en fait, il y a un Caleb qui a un mème avec un médecin, avec 2 seringues qui font comme ça, avec des produits de fond qui ressortent de chaque côté, c'est sûr. Et ça m'a vraiment fait rire. Donc du coup, c'est un clash que j'aurais jamais imaginé voir, Ankalaev contre John Jones. Mais ouais, bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose, quoi. Je crois qu'Ankalaev, peut-être qu'il a été conseillé pour essayer d'être un petit peu plus présent d'un point de vue communication, essayer de surfer sur quelque chose. Et à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Mais juste pour le même, moi, je critique pas. Donc, désolé les gars, mais ça aussi, on avait déjà enregistré. Donc, j'avais dit que j'avais préparé tout un truc pour défendre John Jones et un peu attaquer Ankalaev. Puis John m'a appris qu'Ankalaev avait mis le même, et donc j'ai dit, ok, là, il monte dans mon estime. Mais voilà, je voulais quand même le trash talk, je comprends, vouloir titiller les gens, je comprends, mais là, quand tu écris un truc genre, factuellement, John Jones n'a que 2 finishes sur les 10 dernières années, et en plus de ça, il a fait une décision contre OSP. Ok, c'est factuel, mais est-ce que vraiment c'est une critique qu'il peut utiliser? Parce qu'il faut comparer le comparable. Les combats des 10 dernières années de John Jones, c'est que des title shots. Il a pris le contender numéro 1 à chaque fois de sa division.
depuis 2014. Excusez-moi. Oh, s'il te plaît, on va pas recommencer encore notre podcast. Pile au même moment, parce que c'est vraiment cette phrase-là où on s'arrête, quoi. Donc, depuis 2014, il a battu Texera, Cormier, OSP par décision, il en parle, Gustafsson par finish, et puis il a fait sa série de 3 décisions décevantes contre Smith, Santos et Reyes, et puis Gann par finish, plus son finish contre Daniel Cormier qui a été transformé en no contest pour Et l'antidopage. Cyril Gann. Et Cyril Gann par finish, je l'ai dit. Hein, donc les 2 finishes, c'est Gustafsson et Gann chez les poids lourds, avec Daniel Cormier, mais c'est un finish qui est annulé. Voilà la liste quand même, hein, on va être honnête. Du côté de Ankalaev, depuis qu'il est à l'UFC, il n'a finalisé que Pacino, un gars qui est à 4-6 à l'UFC, dont 5 sur les 6 défaites sont par finish. C'est pas un challenge de le finaliser, en gros, quand tu as le niveau UFC. Lungiambula, je pense que personne ne le connaît. Hein. Il a été à 2-5 à l'UFC. Les 5 défaites, il y en a 4 par finish. Yon Kutlaba, 2 fois. Un gars qui s'est fait terminer 7 fois sur ses 10 défaites. Et Anthony Smith et Johnny Walker. Je veux dire... Et ça représente que 54% de finish rate. C'est pas que tu as un taux de finish extraordinaire, tu vois. Il a la décision contre Klidson Abreu. Je sais pas ce qui est pire entre Klidson Abreu et Ovin Saint-Preux comme décision. Il a perdu contre Paul Craig. On peut aussi le citer, le glisser comme ça, voilà, dans sa carrière UFC. Et comme je disais, John Jones avant son title shot, parce que là, si on veut comparer ce qui est comparable, c'est Ankalaev avant son title shot UFC, 54% de finish. John Jones avant son title shot UFC, 67% de finish. Avant son title shot qu'il a eu à 23 ans. Donc, à partir d'un moment, ok, trash talk, mais bon, là, pour moi, c'est un contre son camp. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ouais, mais je crois qu'il a voulu, en fait, je crois qu'il a voulu surfer. Là, je crois que le but d'Ankalaev, c'est vraiment de pouvoir être présent dans la sphère médiatique pour pouvoir créer quelque chose avec Pereira. Et quand il est en train de voir qu'il y aura peut-être un combat Pereira contre John Jones, il se dit bon, attends, vas-y, là, c'est pas possible. Donc, à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Et à mon avis, il a peut-être dû prendre une équipe de communication, je sais pas, en Russie, qui a dû lui dire, vas-y, attaque John Jones, et voilà. Mais juste parce l'idée est pas mauvaise, c'est juste que mais préférer quelque chose de, voilà. Le finish, c'est pas là. Le finish, c'est pas là. Ouais, bah, comme dans, bon, bref. Voilà. Ok, je pense qu'on a clôturé le sujet John Jones, donc on va passer à un sujet un peu plus français avec, en parlant de quelqu'un qui s'exprime peu sur les réseaux, Manon Fiorot qui a cherché Valentina Shevchenko. Valentina qui a répondu, et je suis allé voir le Twitter de Valentina, franchement elle est inactive au possible, elle a quand même fait deux tweets pour répondre à Manon, donc ça l'a touché. D'un côté, je pense que le déclencheur du côté de Manon, c'est d'avoir entendu Valentina s'exprimer par rapport à Weili Zhang sur le podcast de Ariel Elwani, et je peux comprendre que c'est énervant parce que là, clairement, c'est pas parce qu'on est français, c'est pas parce qu'on connaît Manon personnellement, elle mérite son title shot depuis 3 victoires, quoi. Ouais, c'est sûr. Caitlin Chukagian, tu as déjà un argument, c'est pas le plus gros argument, mais c'est déjà personne n'aurait été choqué qu'elle ait son title shot après ça. Puis Rose Namajunas, clairement là tu te mets dans la contention et elle aurait dû avoir ce title shot à ce moment-là. La trilogie a fait qu'elle a dû encore battre Erin Blanchfield. Maintenant c'est indiscutable. Elle doit prendre son title shot. Donc je peux comprendre que ça énerve Manon. Manon qui du coup, attends, je te fais juste le contexte et puis je te laisse t'exprimer. Ouais. Manon qui va sur Twitter et qui tag Valentina Shevchenko en disant Stop making people wait, let's do it soon enough so I can send you to retirement and move on. Donc c'est arrête de faire attendre les gens, faisons ce combat au plus tôt, de sorte que je puisse t'envoyer à la retraite et continuer avec ma vie. Valentina qui répond You lose, you retire. Deal. Ill-mannered first grader. Donc c'est tu perds, tu prends ta retraite. Est-ce qu'on a un deal? Sale gamine de merde. On va dire ça comme ça. Ça peut se traduire différemment, mais l'idée c'est ça. Et Manon a dit Deal, I'll take you seriously when you've signed the contract. Damn teacher's pet. C'est ok, je te prendrai au sérieux quand tu auras signé le contrat. Espèce de chouchou du prof. C'est ça, ouais. Ben... Voilà. Vas-y. Est-ce que tu vois quand tu vois, je sais pas si t'as vu la série Sent from my iPhone.
Tu vois, c'est reindeer. En fait, reindeer, c'est quelqu'un qui envoie et à la fin, elle signe toujours avec. Ah, si. La complètement folle, là. Ouais. Send from L'écossaise, my ouais, iPhone. j'ai vu ça. Je me suis demandé s'il y avait à la fin du message send from Aldric, tu vois, parce que Ah, je me suis dit, imagine, tu vois, imagine Aldric se trompe de compte, parce que franchement, je crois que c'est nécessaire, c'est horrible. Moi, voilà, j'en en a pas parlé avec Aldric, donc je sais pas du tout. Mais je trouve que c'est horrible d'avoir autant fait ses preuves. Elle est en train mais vraiment de nettoyer toute la catégorie et qu'on lui donne toujours pas le title shot. Et donc, Manon, bah, t'es obligé de chercher un petit peu et de faire quelque chose. Et je pense, ça c'est mon avis perso, je pense que Manon n'est pas comme ça. Je pense que Manon, elle se base que sur la partie sportive, mais qu'elle se dit, je suis obligé de le faire. Et si c'est pas elle, c'est Aldric qui en a marre et qui dit, attends, il faut qu'on envoie quelque chose, tu non, vois. alors, je sais pas si les gens se souviendront de ça, mais à un moment, Manon avait dit quelque chose par rapport à Wei Li Zhang et elle avait carrément fait une faute d'orthographe dans Wei Li Zhang et les gens avaient répondu là-dessus. Je sais plus ce qu'elle avait fait, mais bref, elle avait fait un tweet par rapport à Wei Li Zhang qui avait, je pense, ouais, c'est ça, Wei Li Zhang qui voulait combattre contre Grasso. Hum. Et je sais plus, Manon avait répondu à ça et c'était aussi en format trash talk et donc les gens pensaient que c'était Aldric qui l'avait fait et Hum. Aldric m'avait dit, Mais bah c'est non, de là que vient ma fin, c'est parce c'est qu'à Manon. chaque fois dans les commentaires, il y a les gens qui disent enlevez Non. Mais donc à et ce je moment-là, en tout comprends. cas, c'était vrai, ça venait de Manon. Et là, je pense de nouveau que ça vient de Manon. Et effectivement, alors ça rejoint Ankalaev. Hein. Ankalaev, encore une fois, contender légitime, mais il n'a pas la hype avec lui. Donc, il se sent peut-être Il doit le forcé de faire, s'exprimer c'est sur ça, les c'est le bon réseaux. message. Et ça nous surprend un peu. Et en fait, on a peut-être la même chose ici avec Manon qui s'exprime pas beaucoup sur les réseaux. Et là, elle sort directement avec quelque chose de super trash. Mais c'est Donc ça, c'est que je dis, qui que ce soit, de toute manière, même si c'est Aldric, je comprends qu'Aldric fasse ça. Imagine, t'es là, tu te dis, je suis en train d'entraîner quelqu'un, on est en train de tout défoncer, oui, bien et sûr. on est obligé de jouer ce jeu-là. Enfin, tu peux pas, enfin, ce serait bête de pas aller chercher et titiller la championne et essayer de créer quelque chose, tu vois. Donc, Alors, je me permets de faire un aparté. Je me permets de faire un aparté parce qu'on l'a déjà fait sur Fight Minds et là, je généralise. Je prends pas le cas Anne Kalaev, le Kalaev. Je prends pas le cas Manon. Je prends un cas général. Ça fait depuis très longtemps maintenant qu'on le dit et on insiste souvent sur Fight Minds. Aujourd'hui, il n'y a pas que les résultats sportifs qui comptent. Donc, si vous êtes un combattant, si vous êtes un athlète amateur, pro, je m'en fous, peu importe. S'il vous plaît, conscientisez le fait qu'aujourd'hui, les réseaux, la communication, ça fait partie de votre carrière. Ça vous donne des opportunités, ça vous donne des leviers de négociation. Et imaginez la frustration que peut ressentir un athlète comme Ankalaev, qui pourrait se voir ses title shots lui glisser entre les doigts, ou une Manon qui mériterait d'être frustrée, parce que sportivement, il n'y a aucun argument, c'est elle. Et Belal a eu le cas, Dvalishvili a eu le cas également. Il y a plein de combattants qui ont eu le cas, qui ont eu un mérite sportif et qui ont dû encore gagner 2-3 combats alors qu'ils méritaient déjà le title shot depuis longtemps, juste parce qu'il n'y a pas de branding derrière. Et donc, mais il y a si vous pire, êtes il en y a pleine pire. ascension, travaillez votre branding, c'est trop important aujourd'hui. Ça fait partie du sport. Il faut voir ça comme une partie du sport. C'est ça. Mais il y a un truc qui est horrible. C'est que moi, je me rappellerai toujours on avait d'un côté O'Malley qui faisait, enfin, on a d'un côté O'Malley qui passe, je sais pas, 9 places en un coup parce qu'il a de la hype. OK. Et pas tellement sur contre qui est-ce qu'il a, enfin, ses résultats sportifs. Et d'un autre côté, il y a eu quelqu'un que j'aimais bien. Bon, malheureusement, je parle juste de la partie sportive, hein. Et même de la partie humaine, je le trouve vraiment top. Darius, qui était en train de tuer tout le monde. On lui donnait pas son titre, les gens devenaient fous. Et il a dû prendre le combat de trop. Et il perd, et maintenant, il aura plus jamais le combat pour son titre. Alors, justement, peut-être que certains tweets comme ceux-là peuvent faire gagner 1 à 2 ans en termes de carrière pour accélérer. Et on le sait, là où on gagne le plus d'argent, c'est quand c'est des combats pour le titre ou, enfin, pour la ceinture de manière générale. Donc, du coup, Bien sûr. ça change énormément une carrière si jamais on essaye d'avoir le plus rapidement possible un accès au titre. Bon, bien sûr, si les performances suivent. Donc, du coup, le fait qu'elle essaye de faire ça, moi, ça me surprend pas du tout. Non, il faut. Et je crois même, à l'inverse, je pense qu'elle aurait peut-être même dû le faire avant. Essayer de la chercher encore plus. On sait qu'il y avait Grasso qui était dedans, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait les blessures, les revanches, etc. Donc, c'était compliqué. Mais là, maintenant, si elle l'a pas, c'est un scandale. C'est un scandale si elle l'a pas. C'est clairement un scandale sportif si elle l'a pas. Et en fait, c'est de là qu'il faut tirer des conclusions ou tirer des leçons, pardon, c'est ça que je veux dire. Tirer des leçons pour tous les combattants. Tous les combattants qui ont un objectif de carrière, il faut tirer une leçon. Même si Manon obtient son title shot, mérité,
il faut tirer cette leçon parce qu'on est dans une situation de stress parce qu'il lui manque cette partie communication. C'est ça. C'est uniquement pour ça. Si Manon, depuis son combat contre Caitlyn, elle était présente sur les réseaux et elle titillait un peu les championnes, si elle avait titillé à ce moment-là Shevchenko, puis si elle avait titillé Grasso après, puis si elle avait de nouveau titillé, il n'y aurait même pas de question. Tu vois, si elle avait le même nombre de followers que Rose Namajunas, je pense que le combat aurait été même annoncé avant Namajunas contre Blanchfield. Donc, ça fait partie d'une carrière aujourd'hui. Donc, faites l'effort d'eux. Et ici, sincèrement, bien joué de la part de Manon parce que, comme je le disais, Valentina, elle n'est pas active. Enfin, j'ai regardé pour pas dire de bêtises, mais le dernier post de Valentina avant ça, c'était 14 octobre, quoi. Donc, entre le 14 octobre et il y a 4 jours, elle n'avait rien posté. Elle est venue sur Twitter pour répondre à Manon. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été fait et ça fonctionne bien. Au même titre qu'Ankalaev. Hein. Après, John Jones est plus actif sur les réseaux, mais voilà, Ankalaev, il a obtenu sa réponse de John Jones. Ça lui donne de la visibilité. C'est comme ça que tu crées ta... On en parle, regarde, on en parle ici, donc c'est pas juste le tweet en soi qui le fait, c'est tout le monde en parle après. Et c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ouais. Moi, le cas d'Ariush m'a vraiment choqué. Le fait que... Ouais, c'est un très bon exemple. Pour moi, c'était l'exemple. C'est juste parce que lui, à chaque fois, tu le voyais même dans l'Embedded. Hein. Il est avec sa famille. Il était juste avec ses enfants. Ils allaient au parc. Il était tranquille. Il avait du respect pour tout le monde. Et là, maintenant, enfin, en parlant de respect pour tout le monde, ça va faire rire. Il y a Stipe qui est sorti du script. Il a dit bitch à John Jones. Il a fait oh non, pardon, désolé, je voulais pas dire ça. Et après, on se demandait pourquoi il n'y avait pas de hype. Je me dis, oh là là. Mais on aime bien. Stipe, c'est pas un communicant. Il parle jamais. Il fait sa petite danse à la fin de son combat et c'est tout, quoi. Enfin, c'est le seul truc que t'as de lui, tu vois. Ouais, ben justement, moi je trouve ça triste. Je pense que Stipe communique très peu parce que l'UFC l'avait peu mis en avant en tant que champion, même en tant que champion, alors que c'était le champion poids lourd. Alors que je trouve qu'il a vraiment une personnalité très intéressante, Stipe. Tu vois, il a un vrai humour naturel et tout. Et je trouve que c'est justement le genre de personnalité qu'il faudrait mettre un peu plus en avant. Tu vois, le fait qu'il soit Mais ça marche pas. à côté et tout. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que Pompiers, il y a un vrai truc. Hein. Tous les pompiers, l'armée, etc. C'est des gens que les gens adorent aux États-Unis. Franchement, tu pourrais jouer là-dessus, tu vois. tu fais le calendrier des pompiers, tu vends ça chez les femmes, tu ramènes un public féminin. Je sais pas. Je suis pas convaincu par cette partie-là, mais ouais. Non, je suis vraiment parti n'importe où là, mais voilà, tout ça pour dire, la communication c'est important, peu importe que vous soyez introverti ou pas, vous pouvez payer des gens pour ça et voyez ça comme un investissement. Comme vous voyez, ça peut vous faire obtenir un title shot plus vite, ça peut vous donner des leviers de négociation. On va être honnête, hein, Paul Dena, quand il fera ses débuts professionnels, il va gagner aisément 50 fois plus d'argent sur son premier combat pro que n'importe quel autre combattant professionnel qui a moins de 5000 followers sur Instagram. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Juste parce qu'il a investi dans sa communication. Donc, vous voyez ça comme un investissement. Si vous payez quelqu'un pour le faire, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gars qui sont assez compétents, qui le font pour un prix totalement abordable. Faites-le. Si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, si vous n'avez pas la personnalité pour... Mais les gens pensent toujours que c'est trash talké, etc. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que les gens pensent toujours, voilà, il faut parler mal et créer un personnage, etc. Il y a un exemple, Stipe, avec le fait qu'il soit pompier, il y a moyen de créer un univers là-dessus. Il y a d'autres personnes, hein. Il y a d'autres personnes, c'est bizarre, mais où je me dis, il y aurait moyen de faire des trucs, mais incroyables avec eux. Par exemple, on en a jamais parlé, ce serait énorme de le faire comme podcast. Mais moi, si je pouvais m'occuper de quelqu'un ou gérer la communication, quoi, je le ferais avec Ziam. Non, ouais, Ziam, il y a quelque chose avec l'apiculteur. Franchement, il y a quelque chose. Ouais, j'y pensais. Ouais. Vraiment, Ziam, il y a quelque chose à faire. Et il y a quelqu'un d'autre aussi que je pense qu'il pourrait vraiment atteindre le niveau de star. C'est aller à la res d'Aldric. Hein, Sola ou Virgil Hogan? Sola, ouais. Virgil Hogan aussi, il a un flow, tu vois, c'est sûr et certain. Mais Sola, il y a moyen de créer quelque chose d'incroyable. Il est articulé, il a une présence, et justement, sans faire de trash talk. C'est pas un gars qui est trash talk. Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait avec tout le reste, et il y a moyen de faire quelque chose d'incroyable avec lui, vraiment. Ouais, clairement. Après, on en a des exemples là. Georges Saint-Pierre, il a pas été dans le trash talk. Regarde. Bon, alors les résultats ont parlé par eux-mêmes, mais tu as des gars qui ont eu beaucoup de très très bons résultats et qui ont pas explosé.
Je pense que Dvalishvili, il peut défendre 5 fois sa ceinture, quoique, avec son humour, peut-être, mais Non, Dvalishvili, voilà. maintenant, c'est bien monté, c'est ce qu'il a fait C'est bien monté. avec l'Anthony Enfin, O'Malley, etc. C'était mais quand même oui, c'est ça, avec la veste d'O'Malley. Mais voilà, c'est pas un trash talker. Non, mais en fait, il Mais avait un sosie de Malais ici. oui, voilà, voilà. Mais Sur il bon, on en a déjà parlé. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux exploser sur les réseaux, j'ai plus en tête l'analyse que j'avais faite, mais tu as plusieurs angles possibles. Tu as l'angle informatif. Les gens te suivent parce que tu donnes des infos, tu leur apprends quelque chose. C'est une Tu as valeur l'angle ajoutée. divertissement. Tu les fais rire, tu les divertis, les gens aiment bien ça. C'est ça. Il y a l'angle inspiration, tu les inspires, tu les motives, voilà, de ta personnalité, les gens ont envie de se caler à ce que tu fais. Et, On peut donner des exemples à chaque fois, hein. GSP, c'est celui qui t'apprend. Il te montre à chaque fois, ouais, enfin, toutes les techniques. Dvalishvili, c'est l'humour. voilà. Il fait à chaque fois des blagues. Michael Chandler, c'est aspirationnel. C'est j'ai la discipline, je mange mon poulet, riz, brocoli tout le temps, Ouais. et voilà. Ma femme, mon enfants, c'est voilà, c'est mon style de Et vie. tu as le drama. Et puis t'as Et drama, c'est voilà, Conor McGregor. McGregor, voilà, Conor McGregor, ce sera Et les le gens drama. pensent toujours que Et il y a le sexe. quoi? Ça paraît bête. Mais non, mais J'ai pas entendu, c'est j'ai pas vrai. entendu ce que t'as dit. Bah, le sexe. Dans quel Bon, sens? alors, au MMA, ça vend, tu vois, les mecs qui sont tout beaux Ah non, gosses oui, et j'ai tout compris. Je musclés, croyais ben, que tu disais le si tu genre. veux, si tu vas avoir, ah non, non, si tu vas avoir une base de followers, c'est les 5 piliers. Alors, le dernier que j'ai cité, bon, il y en a certaines qui le font avec leur compte OnlyFans sur le côté, mais voilà, ne prenez pas celui-là. On vous le conseille pas chez Fight Minds. Les 4 autres piliers, choisissez-en un ou deux et axez votre communication là-dessus. Il Comment y est-ce en a que je qui peux sont inspirer les gens aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire rire les gens aujourd'hui? Comment est-ce que je peux informer les gens aujourd'hui? Et ce pilier-là, je le recommande moins parce que ça met une certaine pression sur les épaules. C'est comment est-ce que je peux être dramatique aujourd'hui? Et tu prends Doumbé par exemple, ben voilà, le drame et l'humour, c'est là-dessus qu'il combine. Tu vois, il fait moins sur j'ai envie de vous inspirer, j'ai envie de vous informer. Il le fait pas vraiment. Il fait plus j'ai envie de vous faire rire ou j'ai envie de vous faire vivre du drama. C'est ça. Mais c'est aspirationnel ou inspirationnel aussi, c'est de dire, OK, cette personne m'inspire à devenir meilleur et à atteindre cet objectif. Ouais, Ou alors, est-ce que c'est l'authenticité, genre, ah, je me reconnais dans telle personne, tu vois. Moi, exact. moi, par exemple, il y a des histoires qui me touchent beaucoup, plus sur cet aspect-là. Ben, on le sait, voilà, regarde, c'est tellement triste, c'est mon combattant et on n'en a même pas parlé. Charles Oliveira qui combat, moi, tu vois, quand c'est plus sa personnalité et tout ce qu'il a vécu et qu'il en arrive jusque-là. Francis Ngannou à travers son histoire aussi. Ngannou, ouais. Et vraiment, tu vois, ça t'inspire, tu vois, tu dis, waouh, c'est incroyable. Si lui, il arrive à vivre tout ça, ben moi, mes problèmes, ben je devrais pouvoir les gérer. Ça, je m'inspire de lui pour pouvoir le faire, être résilient, etc. Tu vois. Mais donc, voilà. cette partie-là, il y a un prérequis. C'est le seul où tu as un prérequis que tout le monde n'a pas, c'est d'avoir une vie qui peut inspirer ou un passif qui peut inspirer. C'est ça. Après, si tu le fais un peu comme Paul Dena, ça peut être inspirant, tu vois. La Mais version c'est ça, en fait, je c'est suis ça. quelqu'un comme toi. Paul Dena, lui, c'est le meilleur exemple pour l'identification. C'est tout le monde se dit, putain, ce gars, ça pourrait être moi. Il a une chouette personnalité, mais ce gars, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui va te dire, moi, je pars d'en bas, comme tous les shonen, comme tous les trucs, je pars d'en bas et je vais te montrer où est-ce que je peux arriver, tu vois. Et ça, c'est ultra. Shonen, c'est non, shonen, c'est un style dans les mangas où tu commences en étant faible et tu montes et t'es ultra puissant. Pourquoi j'ai pas plus de followers? Moi, j'ai quand même le côté divertissement, non? 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 Mais non, mais t'as 40 000, 40 000, c'est bien. T'apprends des trucs. Bon, mais chez nous, en fait, on essaie de faire plus, hein. Donc, nous, c'est vraiment informatif en premier. Il y a un peu les touches d'humour de temps en temps. Et puis, de temps en temps, il y a le drama. Et donc, en parlant de communication et de drama, on va quand même rebondir un tout petit peu sur... Que ça? Quelle transition. Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Donc, ouais, Benoît Saint-Denis qui a fait un beau pavé, là, sur Instagram. Et j'ai vu pas mal de comptes partager ça. Donc, je me suis dit qu'on pouvait en parler. Donc, désolé, ça va être long, hein. Je vais le lire. Vas-y. Je vais le lire. Donc, il a mis une photo de lui sur Instagram avec le texte suivant. J'ouvre les guillemets. Les vrais combattants le savent, c'est une vie difficile que nous avons choisie avec son lot de gloire, mais aussi d'échecs et de déceptions. Elle demande une discipline que peu ont déjà pratiquée. J'ai une super bonne narration. Hein, je devrais... Sur le champ de bataille, je compte beaucoup de guerriers à mes côtés qui m'épaulent et me soutiennent, mais aussi quelques vautours qui rôdent en attendant que l'un de nous tombe. À ceux qui pensent être coach de MMA depuis leur canapé, c'est un fat boy, ça va. Rendez-vous au dojo. Aux journalistes sans talent qui se servent des athlètes pour buzzer, votre métier est d'informer, pas de désinformer. À ceux qui retournent leur veste
plus que leur conjoint, entre parenthèses vous reviendrez demander votre selfie à ma prochaine victoire. À ceux qui me rallient à leur cause sans mon consentement, trouvez-vous une autre épaule pour pleurnicher. À ceux qui politilisent mes faits et gestes, je suis un athlète professionnel, pas un influenceur, encore moins un militant ou un candidat à une quelconque élection. À ceux qui tiennent des propos irrespectueux dans mon dos ou à distance via les réseaux et qui me polissent le casque quand ils me croisent, l'hypocrisie et les lâchetés ont une odeur, je la sens. D'ailleurs, non, j'ai connu. Non, oh non. Non, non, non. Non, pas ce moment-là. C'était pas préparé du tout. C'était pas préparé du tout. À ceux qui se prennent pour des, n'empêche qu'il a son savon chez Onae, donc ça aurait été une parfaite transition. À ceux qui se prennent pour des guerriers sans jamais avoir entendu une balle siffler de leur vie, l'armée de terre recrute dans plus de 400 métiers. À ceux qui se prennent pour des chevaliers sans en assumer les devoirs, commencer par défendre la veuve et l'orphelin. À ceux qui pensent pouvoir faire mieux, faites-le. Les vrais fans de MMA sont toujours là, les vrais supporters des athlètes français sont toujours là, les vrais soutiens des vétérans sont toujours là, les vrais amoureux de notre beau pays sont toujours là, les vrais croyants qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes sont toujours là, les sponsors solides et les journalistes intègres sont toujours là, merci. Les amis et les collègues de la première heure sont toujours là, la famille est là, à ceux-là, un grand merci, de rien. Avec vous, j'ai tout ce qu'il me faut à vaincre sans péril. Oula, j'y étais presque. On recommence. Non. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais. Bon, moi c'était long, je te laisse la parole. J'adore. Franchement, j'adore. Je te dis, moi j'adore, voilà, ça c'est un bon exemple d'authenticité, tu vois, il est comme ça, tu vois. C'est pas, je fais un texte qui donne bien, etc. Ça se voit, c'est ce qu'il pense. Et voilà, pour l'avoir croisé quelques fois maintenant, moi, c'est un combattant que j'adore. Et j'ai été vraiment choqué. Maintenant, le pire, c'est que je suis un petit peu plus habitué parce que j'ai été choqué par le traitement qu'il a eu, après tout ce qu'il a offert et tous les moments, etc. De voir comment est-ce que tu peux monter aussi haut et tomber aussi bas. Il est pas tombé, mais on se comprend dans le traitement. Hein. Dans l'esprit de, comment dire? On a toujours parlé de la majorité silencieuse, tu vois, et on a l'impression que quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux, il est absolument détesté par tout le monde, tu vois. J'exagère évidemment, mais bien sûr. voilà, c'est un peu le ressenti qu'il y a eu. Ouais. C'est ça, c'est que on l'a dit plusieurs fois. Nous, en tout cas, voilà la manière dont on se positionne. Moi, Benoît, en tout cas, je parle personnellement, c'est un de mes combattants préférés. Il m'a fait vibrer. Quand il était pas bien, j'ai même laissé le temps, alors que j'étais trop content de pouvoir le voir, mais juste parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je me dis juste, c'est vraiment incroyable de pouvoir avoir un combattant comme ça. Il y a eu des aspects qui ont été analysés qui étaient purement des aspects techniques sur les combats et analyse de défaites, etc., mais qui n'ont jamais été sur la personne. Et je trouve que c'est vraiment bien qu'ils remettent l'église au milieu du village et qu'ils disent, attendez, moi je suis un combattant, je suis pas tout ce que vous projetez sur moi, en fait, au final. Mm-hmm. Et j'aime bien le fait qu'il s'affirme comme ça parce que ça montre un esprit que je pense qui peut être intéressant pour la suite. Et vraiment, j'ai peur, je t'avoue, j'ai vraiment peur pour son retour. Je sens que son prochain combat peut être vraiment très compliqué parce que c'est pour moi un combat qui va définir le reste de sa carrière. C'est ce que je pense. Donc, 100%. C'est deux défaites d'affilée. Bon, la première, c'est normal, mais la deuxième, elle était un petit peu plus complexe d'avoir projeté aussi haut et aussi vite, etc. Bon, ça a été analysé 1 million de fois. Mais je pense que son prochain combat est un combat qui va montrer énormément d'aspects. 1, sur est-ce qu'il a pris du temps pour lui. 2, est-ce qu'il est là mentalement. Est-ce qu'il a pu évoluer en tant que combattant, etc. Et donc, pour moi, le prochain combat est tellement important. Et ce message, le fait qu'il se place de cette manière et qu'il recadre tout et qu'il a une sorte de ligne directrice, de 1, je le reconnais, pas que je le connaisse, mais je le reconnais là-dedans, en tout cas de l'image que je me fais de lui. Et je trouve que c'est très bien. Franchement, je suis très content de ça. Donc, ouais, voilà. C'est assez bien rédigé. Maintenant, il y a toujours ce truc de dans la position dans laquelle il est-ce qu'il doit pas faire gaffe, j'ai dire ça comme ça, faire gaffe à pas être trop concentré sur le négatif, parce qu'aujourd'hui on est clairement dans ce monde-là. On est dans un monde où ceux qui ont quelque chose de mal à dire s'expriment beaucoup plus facilement que ceux qui ont quelque chose de bien à dire.
Et donc, on est dans un monde où on a l'impression qu'on a une moins bonne image que ce qu'on a réellement auprès des gens parce qu'il y a beaucoup de haters. Et au final, bon, on peut faire des analyses psychologiques comme on veut. Voilà, les haters, c'est juste principalement des gens qui sont pas du tout en contrôle de leurs émotions et qui les expriment de manière très maladroite pour être sympa avec eux. Et le fait de le voir écrire quelque chose avec un... Alors, il y a une touche sur les supporters qui est très positive, mais il y a quand même un long passage sur les haters. Voilà, j'espère que c'est vraiment juste, ok, je fais mon coup de gueule maintenant et maintenant je me concentre Non, sur mais, mon entourage, ceux qui me supportent et j'avance avec eux, tu vois. mais en fait, je crois que nous, c'est parce que je crois qu'on a un biais. Je crois que nous, on voit ça selon notre angle de vue. Mais je me dis que si tu te mets à sa place, et j'ose même pas me mettre à sa place, c'est te dire, tu perds déjà un premier combat auquel tu as voulu faire plaisir aux gens en n'étant pas bien. Tu t'es dit, je vais quand même combattre. Et malgré le fait que tu perdes, tu te prends beaucoup de haine alors que bon, tu as juste fait ton métier, tu t'es battu, tu as perdu, ça arrive, tu vois. Mais Comme la moitié des autres combattants sur la carte. on est d'accord. Il Mais faut rappeler ça, ouais. non, je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas voir où je veux en venir. Donc là, Ouais, tu te dis, ok, je fais ça. Ensuite, je prends un deuxième combat. Après avoir offert, je sais plus combien de combats d'affilée en un an, je crois que c'est 3 ou 4. Et là, devant ton public, tu as vu des gens qui te supportaient comme si tu étais le dernier pilier du pays. On t'a attribué des qualités parfois qui sont ou des propriétés qui n'étaient même pas les tiennes, c'est-à-dire d'un point de vue politique, etc. Il y a eu des trucs assez fous derrière lui. Il a un branding qui grandit énormément et puis il combat, il se fait éclater en un 18 qui nous a tous fait mal au cœur. Déjà, son tout premier combat, c'était quelque chose, mais là, celui-là, ça fait vraiment du mal à le voir. Tu perds et tu te prends, toi, ta femme, ton équipe, tes choix, ta vie, tout est remis en question. Alors, tu avais déjà des problèmes avec le coach à une intensité que j'ose même pas imaginer. C'est des centaines de milliers de personnes, des millions qui en regardent, centaines de milliers qui suivent et des milliers qui commentent. Et souvent, c'est les négatifs qui t'arrivent et tu sors d'une période où on t'encensait. Donc, la différence entre les deux, et en plus, ça doit pas être juste toi, c'est sa femme qui s'en prend. Qui s'en prend dans ses podcasts. Moi, j'ai vu des podcasts où ils disaient, ah, mais c'est elle qui a le contrôle, etc. Ton ancien entraîneur qui te crache dessus, tu vois, il doit y avoir un moment où tu te dis, peut-être que c'est pas la grande majorité, mais je suis en train de m'en prendre beaucoup. Ouais. Et je dois mettre un stop. Donc nous, on le voit parce qu'on se dit, bah nous, on le voit pas de cette manière-là parce que Benoît, on a énormément de respect pour sa carrière, qu'il est, tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça qu'on se dit, mais non, c'est pas comme ça. Mais en fait, lui, ce qu'il expérimente dans sa vie, ça doit être très très compliqué. Lui, sa femme, son entourage, etc. Ses choix, ses doutes. Comme tu le dis, tu as un genre d'ascenseur comme ça. Tu as vraiment un truc où, dans son ascension, avec ses 4 combats gagnés très rapidement, enfin, à la suite l'un de l'autre, où tu as vraiment tout un engouement de tout le pays qui le supporte, à l'exception de certaines personnes comme d'habitude. Et puis, 2 défaites et c'est tout l'inverse. Ça fait vraiment penser à Cyril Gane. Ça fait vraiment penser à... Ouais, mais ça fait penser à Cyril Gane. Honnêtement, Cyril Gane qui avait perdu contre Ngannou et puis qui a perdu contre John Jones, mais c'était la risée nationale presque. Et t'es là, tu fais, mais attendez les gars, c'est bon, il a perdu contre Jones. Alors oui, bon, c'est rapide. Il a perdu et tout. contre Jones, le meilleur, dans la meilleure, dans l'un des sports les plus compliqués, à la marche la plus haute. Enfin, ça avait jamais été fait. Ouais. Et donc, moi, je dis juste là, imagine, nous, on juge parce qu'on se dit, bon, ok, ça va, c'est des commentaires tout, mais je crois que tout l'aspect psychologique, et c'est ça qui m'inquiète, c'est de se dire, tu dois douter de tes propres choix. Est-ce que j'ai bien fait de changer d'équipe ou pas? Ça a dû passer par sa tête. Est-ce que je dois rester en Belgique? Est-ce que je dois rester en France? Est-ce que je dois, est-ce que ce sport, est-ce que j'ai le niveau que je pensais avoir où je pouvais prendre ma catch-up, etc. Et j'ai besoin de ce mindset. Ça doit être super compliqué et tout le monde, tous les jours, t'envoie des messages pour dire, ouais, parce que c'est une hype et tout, mais mentalement, c'est super compliqué, hein. Super compliqué. Donc, du coup, moi, j'aime bien qu'il fasse ça. Vraiment, j'aime vraiment bien. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à plusieurs choses. Donc, tout d'abord, effectivement, quand t'as ce volume de négatifs qui te tombe dessus, j'ose pas imaginer. Parce que moi, déjà, avec très peu de volume de négatifs, ça peut me pourrir une journée, voire une semaine. Et donc là-dessus, franchement, je sais pas comment certains athlètes font, notamment BSD, dans ce genre de situation. Le deuxième truc qui est peut-être tricky ici, c'est
d'être capable de faire la distinction entre les critiques négatives constructives, donc les gens qui se sont exprimés pour dire bah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, mais qui avaient vraiment des arguments derrière qui peuvent être utilisés à des fins d'analyse ou de remise en question ou d'introspection, et qui ont donc une certaine validité, versus toute cette vague de haine complètement inutile, démesurée et noire ou blanche. Et donc, quand tu es dans ce mindset-là, tu es peut-être en mode, tu sais quoi, tous ces gens qui commentent négativement, c'est les mêmes, je les écoute pas. Alors qu'il y a une petite partie qui vaudrait peut-être la peine Mais de c'est considérer. difficile. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je sais que c'est difficile. difficile. Non, Mais on est donc là, d'accord. il y a, Je suis il y a un d'accord. risque. Ce que je dis, c'est qu'il y a un risque, c'est de dire, ok, tous ceux qui m'ont insulté, bah, je jette et je me concentre sur ceux qui me supportent. Et ceux qui me supportent, s'ils n'ont pas ce petit truc de, ok, ça tu dois faire gaffe, ça tu dois faire gaffe, ça tu dois faire gaffe, il y a un risque là-dessus. Donc il y a toujours cette petite crainte existante, quoi. Non, je comprends, mais je crois qu'à un moment donné, je crois que tu te renfermes sur toi-même et tu te dis, je dois juste avoir des certitudes que moi je mets en place. Parce que la quantité d'énergie que ça te demande, est-ce que telle personne a raison ou telle, tu vois, c'est tellement d'informations qu'à un moment donné, je crois que tu sais plus faire la part des choses. Je crois qu'à ce niveau-là, on se rend pas compte. Vraiment, on se rend pas compte. Je, je tu vois, j'ai déjà eu des choses avec les réseaux sociaux. Bah, il y en a qui le savent et d'autres pas. Il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui suivent le compte, enfin le mien, et tu peux parfois être pris dans un monde parallèle où t'as pas de rapport à la réalité parce que tu sais pas ce qui est vrai ou pas. Tu vois des gens qui sourient autour de toi, tu sais pas si c'est réel, si c'est vrai. Et alors le fait qu'après ils te critiquent, enfin je parle pas de nous, hein, je parle des gens de manière générale qui viennent et le critiquent alors que la veille il lui disait, il l'encensait. Bah je crois qu'il doit avoir une sorte de attends, j'ai plus de rapport à la réalité et en plus c'est tellement rapide pour lui, tu vois. C'est une ascension fulgurante. C'est même pas un truc qui s'est fait step by step, qui s'est construit, où il a commencé à comprendre certaines choses. Il est passé au top du top du top, combattant le plus aimé des Français, probablement, où il est devant Nassour, même pour le main event à Paris. T'es pas terrien, mais on s'en fout de toi, tu vois. Et ça doit être choquant. Ça doit être, le cerveau humain est pas fait pour avoir ce genre de rapport aux relations humaines avec les autres. C'est pas fait pour ça, donc c'est pas trop comment faire. Donc c'est pour ça, si moi il peut avoir une base stable et de se dire ok, là maintenant je sais vers quoi je dois aller et je remets les choses au clair. Moi ça c'est un message qui est encourageant, tu vois. J'espère vraiment que donc, toi tu vois ça comme un message de je passe à quelque chose d'autre. J'avais besoin de faire ce coup de gueule. Ouais, c'est ça, c'est que j'avais besoin de faire ce coup de gueule et maintenant focus. Voilà, j'ai compris la situation. En tout cas, voici mon interprétation de la situation. Je suis pas d'accord avec tel point. Maintenant, c'est fini. Je vais plus accepter ce genre de choses. Je passe à autre chose et j'avance, tu vois. Moi, c'est ça que je veux. Et j'espère, surtout, j'espère qu'il y a la partie j'avance, mais s'il y a bien un gars qui a le mental pour ça, tu vois, et que je parierais sur lui, c'est quand même Benoît, tu vois. Il y a plein de gars, il y a tellement de gens qui sont forts et puis il leur arrive quelque chose. Ils sont forts quand tout va bien, mais dès qu'il y a quelque chose qui est compliqué, c'est plus difficile. Et moi, j'ai l'impression que Benoît, s'il y a bien un gars où je peux dire il peut traverser tout ça, c'est lui. Et je lui souhaite, quoi. Je rêve de ça. Je rêve de voir un Benoît qui revient et changer, transformer, focus, bien. Enfin, tu vois, j'espère. Ouais, clairement, on peut souhaiter que ce qu'il dit dans son message, que certaines personnes retournent plus leur veste que leur conjointe dans ce cas présent, et que tous ceux qui sont contre lui se retrouvent pour lui après sa prochaine victoire. Donc ça c'est clair, c'est clair. Parce que et limite c'est ça la difficulté, c'est que quand tu vois un peu la réaction des fans, et je sais pas s'il faut dire francophone ou si c'est vraiment international, mais c'est trash, quoi. Ne fût-ce que pour pas qu'il y ait de nouveau ce genre de vague, t'as envie de lui souhaiter la victoire. Évidemment, il y a plein d'autres raisons de lui souhaiter la victoire, mais j'ai presque envie de dire, on ne souhaite même pas, je vais pas dire à notre pire ennemi. Mon pire ennemi, je pourrais lui souhaiter ça, mais on ne souhaite pas à un ennemi une vague de haine pareille, quoi. C'est quand même trash. Mais du coup, justement, c'est ça, c'est que j'ai pas de pire ennemi. Non, tout non. le monde même. Mais si on peut utiliser cette plateforme qu'on a là maintenant, voilà, qui est modeste, hein, ça n'a rien à voir par rapport à la taille du MMA en France, mais genre juste pour pouvoir essayer de passer un message et de leur dire, écoutez, franchement, juste soyez derrière vos combattants. Vous avez des combattants qui sont exceptionnels, on l'a déjà dit 1000 fois. Nous, on est belges, on en a un qui est là et on est à fond derrière lui. Et donc, du coup, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est exceptionnel d'avoir ce qui est en train de se passer en ce moment en France. Vous avez une série en français qui est maintenant une série internationale. Vous avez des combattants qui sont en train de faire des dingueries alors que le sport vient d'être légalisé.
genre soutenez-les quoi. Genre c'est ouf d'avoir ça. Genre soyez derrière eux et voilà, soutenez-les. Pas juste quand ça se passe bien, quand ça se passe mal aussi. Ouais. Bon, il nous reste un sujet. Mike Tyson contre Jake Paul, qui passe sur Netflix. Alors, je crois, La transition. on enregistre juste après que la vidéo sur Fight Mind soit sortie de nos collaborateurs de la boxe anglaise. Donc, Dylan et Kabir se sont déjà exprimés dessus. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit sur le sujet. Donc, on va pas rentrer à fond dans le détail. J'ai plus envie de te poser la question parce que on en a déjà brièvement discuté, mais quel peut être l'impact de ce combat par le fait qu'il soit diffusé en direct sur Netflix? Je trouve ça Par génial. rapport, enfin vraiment sur le sport, tu vois, sur l'aspect sportif. Ouais, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que je trouve que le MMA est un sport trop compliqué en termes. Enfin, il est difficilement accessible. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas du foot. Tu peux pas le mettre à 19h à la télé. Tu dois le mettre j'ai une bêtise, tu vois, c'est un sport qui tu vois la nuit déjà avec les horaires aux États-Unis. Tu dois parfois payer pour pouvoir avoir accès. En tout cas, ça dépend de la région du monde. Avec RMC, c'est déjà beaucoup plus facile, mais normalement, tu vas payer. Donc, plus le comprendre, et encore la boxe est encore plus complexe, je trouve. Tu vois, c'est pas un sport qui est si facile. Et là, le fait que ça fait, je sais pas combien de temps qu'on dit, j'espère qu'il va y avoir des plateformes qui vont s'intéresser à ça pour démocratiser le sport et le rendre le plus mainstream possible et essayer de dédiaboliser le sport, essayer d'avoir un maximum d'adhérents et pour pouvoir le faire grandir. Du coup, bon, c'est de la boxe dans ce cas-ci, mais bon, c'est la porte ouverte à. Moi, ça me fait vraiment super plaisir que Netflix, de un, s'intéresse à ça, mais deux, ils prennent quand même un gros combat. Ils sont pas en train de, bon, c'est pas un gros combat en termes de pour le sport uniquement, mais en termes de nom. De nom et d'entertainment, c'est un très gros combat. Donc, le fait qu'ils fassent un test et pour le voir, moi, ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que ça va être concluant. Parce que si c'est concluant, ce serait vraiment énorme pour la suite parce que c'est clairement un test. Ils le mettent un petit peu maintenant. Je sais pas si c'est juste moi avec l'algorithme ou pas, mais moi je l'ai eu aussi en pub. Enfin, t'arrives sur ta homepage et c'est ça que tu vois. Ouais, c'est ça. Et je te rejoins en fait. Je comprends toutes les critiques qu'on peut faire autour de ça. L'âge de Mike Tyson, le fait que Jake Paul, beaucoup le considèrent encore comme un petit YouTuber, blablabla. Comparativement à tout ce qu'on peut faire en boxe en termes de niveau, en termes de calibre de combat, oui, c'est pas, enfin voilà, ce sera pas qualitativement, ce sera pas le combat de l'année du tout. Mais d'un côté, tu prends Mike Tyson que tout le monde connaît, la terre entière connaît, et tu touches une génération plus âgée. De l'autre côté, tu prends un Jake Paul qui touche une communauté beaucoup plus jeune. Donc, tu as vraiment la jonction des deux mondes, un peu plus âgé, un peu plus jeune, avec une personnalité connue en long, en large par la totalité de la population, j'ai presque envie de dire. Hein. Je pense que Mike Tyson, tu dis sinon, tu demandes à 1000 personnes dans la rue, il y en a 998 qui te disent oui, je sais qui c'est, même peut-être 999 qui ne connaît pas Mike Tyson. Tu vois, il faut vraiment. C'est ça. Et Jake Paul, même il est très connu dans les films et tout, tu vois. Enfin, il était dans Hangover, il était dans tout. Ouais, c'est ça. Donc, si tu le connais pas pour sa carrière de boxe, limite, tu pourrais le connaître même pour certains passages dans l'oreille, c'est connu. Enfin, vraiment, ça fait partie de la pop culture. Donc, ils ont bien choisi le casting, si je peux donner ce mot. Tu vois, c'est pas un film, mais voilà, ils ont bien choisi les deux adversaires par rapport à l'impact que ça peut avoir, le nombre de vues que ça peut faire. Et encore une fois. Je crois que les deux prennent ce combat au sérieux et ce qu'il faut faire ici, c'est vraiment enlever sa casquette de je suis fan de boxe anglaise et j'ai envie de voir des super beaux pivots, de la technique, de la stratégie. Il faut se dire, ok, ce combat touche un public large qui ont peut-être jamais vu de boxe anglaise ou qui regardent une fois de temps en temps de la boxe anglaise et qui vont juste regarder pour le divertissement. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on veut. On veut toucher du live sur Netflix. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, il y a déjà eu des lives sur Netflix. Je suis pas un méga assidu de Netflix. Ils ont déjà fait des événements en live dessus ou c'est le tout premier qu'ils font? J'ai l'impression que c'est le premier, mais là, je t'avoue, je sais pas du tout. En tout cas, c'est la première fois que je l'entends. J'ai jamais vu ça. Parce que mais je me demande s'il n'y a pas eu des concerts déjà. Je me demande s'il n'y a pas eu des concerts. Mais ça, je suis pas sûr. Ouais, je sais pas parce que imagine, enfin, s'ils se disent, ok, on va faire un proof of concept, on va faire du live dans le sport sur Netflix. C'est énorme. Et que leur premier choix, c'est la boxe. Non, c'est énorme. Ça, quand même. Ouais, c'est énorme. Non, du coup, c'est ça, c'est que je dis,
J'aimerais que ça touche un public. En fait, là, j'ai des craintes par rapport à ça, hein, mais j'aimerais que ça touche un public plus large, qui puisse s'intéresser au sport de combat dans son ensemble. Mais j'ai juste peur, pas de Mike Tyson, j'ai peur de Jake Paul. Parce qu'il peut donner une mauvaise image du sport, tu vois. Avec, tu vois, justement, tout ce qu'on critique de facile avec je t'enlève ta casquette, je me fous de toi, je trash talk, je parle mal. Enfin, tu vois, j'ai envie d'avoir, justement, je trouve que ce qui est dommage par rapport à la boxe, c'est quand même, ça s'appelle le noble art. Et ce serait quand même beau de voir quelque chose, une belle image du sport, tu vois. Tant maintenant, Tu ça penses, se voit. moi, je pense que Jake Paul est très intelligent. Hein. T'arrives pas là où il en est en étant complètement débilos à tous Non, les c'est niveaux. sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'il a un côté intellectuel et je pense qu'ici, notamment, il aurait été très très bien conseillé en termes de com. C'est une énorme opportunité pour lui. Donc, je pense que tout le côté risque de salir l'image du sport, autre que par le niveau, on s'entend, euh, est mitigé. Tu vois, ces risques-là sont mitigés. Je pense qu'on l'a drillé. Si tu gagnes, tu prends le micro, tu dis ça va être quelque chose de plus sur Ah, et en plus, inspirant. il peut avoir un combat pour le titre, hein. Il peut Ah, avoir, le mot que je cherchais au lieu de drama tout à l'heure, c'est provoque, tu vois. Justement, je pense que s'il prend le micro, ça va être un peu plus divertissement inspirant avec une touche de provoque. Je pense qu'il a j'espère. déjà annoncé. Je pense qu'il a déjà annoncé qu'il fera un call-out de Canelo. Je pense qu'il y aura peut-être une touche de provoque sur le call-out par rapport à Canelo. Mais j'espère que quand il prend, enfin, s'il gagne et qu'il prend le micro, qu'il dira d'abord quelque chose de positif sur Mike Tyson. Soyez inspirés. Le mec a 58 ans, il s'est remis dans un camp d'entraînement, il est venu bien en shape, etc. Il faut, enfin, tu vois, j'espère qu'il y aura ce genre de communication. Et puis que provoque et humour en même temps sur son potentiel call-out. Canelo, T'imagines qu'on est encore en train de parler de nouveau comme si c'était sûr qu'il allait gagner, là. Mais non, parce que les codes de Paris, mec, c'est 1,40, je pense, pour Jake Paul. Donc il est favori. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un, MMA Propagande sur Twitter, qui avait fait un truc genre, c'est sérieux que genre un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps est underdog contre un YouTuber, tu vois. Mais encore une fois, Mais bon, voilà, c'est l'âge. YouTuber, c'est une étiquette qu'il faut enlever de Jake Paul. Je sais qu'il n'a pas le niveau top 15 de sa division en boxe anglaise, mais Bah, il est pas- classé, hein. Il est classé mieux que top 15, hein. ouais, mais enfin, tu Non, vois, il a un niveau. je sais, mais je te le dis juste, Voilà, ce que je pour veux dire, l'humour, c'est pour l'humour. que aujourd'hui, c'est plus genre le youtubeur qui fait son petit combat d'influenceur. Non, c'est un gars qui commence à prendre ce sport au sérieux. Alors, encore une fois, je sais que les assidus de la boxe anglaise, ils vont dire non, ne le compare pas à un vrai boxeur ou peu importe. Mais voilà, il commence à avoir son niveau. Il y a rien à faire. Ça commence à être propre sur plein de niveaux différents. Il prend Mike Tyson qui, à l'entraînement, nous semble encore voilà, assez impressionnant. Alors, on sait ce que c'est les pads versus un combat, mais il y a vraiment moyen de tourner ça de manière positive. Encore une fois, je sais que voilà, nos collaborateurs de la boxe, Kabir et Dylan, ils ont mis comme titre Faux combat, vrai cirque. Donc je connais un peu la vie générale du truc, mais ça c'est vraiment la Mais vision c'est pas boxeur et je exclusif. l'entends totalement. C'est pas Mais exclusif. la vision opportunité, on va dire, pour moi, elle est plutôt dans le vert, tu vois. Mais pour revenir maintenant au MMA, c'est quand même très positif aussi qu'ils aient fait une série avec beaucoup de moyens sur le MMA et qui commence en France, tu vois. La Ouais. série qu'ils viennent de faire, franchement, c'est Moi, j'en exactement parle ce que pas je parce voulais, tu que vois. j'ai vu, ils ont payé plein de comptes Twitter pour en parler. Ils m'ont même pas contacté, moi. C'est Je suis normal. deg. Je parle pas de cette. Non, je déconne. Ouais, effectivement, c'est cool de voir que la cage est aussi mis en avant par Netflix et je vois évidemment beaucoup de publications par rapport à ça. Donc, encore une fois, quelque chose de très positif pour le sport dans son ensemble. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que ce qu'on était en train de demander depuis des mois, voire des années, d'avoir des plateformes qui s'intéressent au sport, c'est en train Et d'arriver. quelle plateforme, hein? Et Donc quelle là, et plateforme? voilà, c'est quelle plateforme? Donc là, maintenant, ce dont je rêve, mais vraiment je rêve, c'est Netflix qui, on n'est pas au courant, ils sont en train de faire un documentaire sur, enfin un documentaire, une série documentaire sur un À, à la, pilote, dr- tu à vois. la Drive to Survive. Non, Formule 1. Ouais, attends, c'est Drive to Ouais, Survive c'est le nom, c'est ouais, ça. c'est ça, Ouais, ouais, c'est c'est ça. Formule 1, c'est Ouais. Drive to. Je S'ils rêve de font un ça. truc comme ça sur le MMA, c'est un truc de malade. Mais C'est par contre, alors incroyable. j'ai vu un truc. Ouais. Euh, j'ai pas retenu. Mais je crois que Netflix est en train de filmer un documentaire sur Makhachev. Ah. Oui, C'est possible ou pas?
C'est Ça possible. dit quelque chose ou rien Mais à ils ont voir? fait, ils ont fait sur Topuria, ils ont fait sur pas mal de, enfin, il y a déjà eu McGregor. Je sais pas si sur Makhachev, c'est possible qu'ils aient fait sur Makhachev, mais c'est pas ça. C'est que moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait, Ouais, MMA Today, Islam Makhachev filming his Netflix documentary. Et alors, tu le vois dans une cage. ah, c'est ça. Mais ça, c'est un Ouais, c'est ça. documentaire. Mais moi, ce que je voudrais, c'est un sur le sport dans son ensemble, Ouais, c'est. plusieurs combattants, tu vois. Mais Oui, t'imagines, mais c'est comme ils font avec Drive to Survive. Ou comme là, je viens de commencer parce que j'aime bien ce genre de série. Je viens de commencer Starting Five sur la NBA où ouais. ils suivent cinq basketteurs de très haut niveau. Ah, s'ils font un truc comme ça sur le MMA, Mais ça change t'imagines, la donne, hein. attends, juste pour terminer avec ça, moi, il doit y avoir des bons, des mauvais, tout ce que tu veux, mais t'imagines, ils suivent Topuria, qui clash comme ça et qui réussit. Enfin, tu vois, il doit y avoir un qui a vraiment du mal, mais qui veut pas. Mais il y a moyen de faire des dingueries, il y a moyen de faire des dingueries. Et moi, Franchement. ils font ça, c'est incroyable, c'est incroyable. En plus, avec toutes les différentes personnalités qu'il y a dans ce sport, tu vois. Imagine, tu dois en suivre 5. Est-ce que tu choisis 5 de la même catégorie de poids pour qu'il y ait des affrontements entre eux ou tu prends vraiment 5 personnalités Non, je prendrais, différentes de non, 5 catégories au différentes? contraire, je crois que ce qui est bien pour comprendre les enjeux de chaque catégorie, je crois que j'en Mhm. prendrais peut-être 5 un par catégorie, tu vois. Et pour voir Ouais. comment ça se passe pour lui dans son truc, parce que c'est pas pareil d'avoir un gars en poids lourd que d'avoir un Moreno, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, ce serait. Eh ben, tu sais quoi, ça pourrait. Tu sais, dans les périodes creuses là de Noël où on fait les awards et Ah puis on n'a ouais, plus beaucoup de qu'est-ce que tu sujets, suivrais? on pourrait pour le fun se faire un petit épisode en se disant, ok, si j'étais Netflix et que je devais faire un documentaire sur le Incroyable, MMA incroyable. à la Drive to Survive et que pour 2025 je dois choisir 5 athlètes à suivre, tu connais pas le résultat à l'avance, on en choisit chacun 5 et à la fin d'année prochaine on débat sur Ouais. à quoi ressemble la série, tu vois, en sachant qu'il y a peut-être des blessures et tout. Donc, ouais, ce serait méga intéressant. Ce Chouette serait sujet, on garde ça pour la fin aussi. d'année. Ouais, il y a un Pardon? autre truc il y a un autre truc qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est re-regarder. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, on avait vu les épisodes à la fin des épisodes de l'année passée. On avait décidé, on s'était demandé qui allait être champion dominant. Et moi, Ah, je- j'avais mis deux noms et je me suis trompé sur un, mais vraiment lamentablement. J'avais mis Léon Edwards, il a perdu ah direct ouais. après. Mais j'avais mis Topuria. J'avais dit, je pense que Ah, pas Topuria mal. va être. Et ce serait trop cool de regarder. Je crois que d'office, vous aviez dit Makhachev. Je crois que Makhachev était toujours dedans. Mais ouais. Mais ce serait cool de Ah ouais, ce serait pas mal. regarder à chaque fois des prédictions et regarder l'épisode et de dire voilà qu'est-ce qu'on avait dit. Ouais, en fait, ça c'est ce qui nous a manqué la fin d'année passée, c'est d'avoir un jeu un peu de prédiction. Qui sera champion en fin Faut d'année? Il qu'on y le a des fasse gens cette qui nous année. avaient Faut qu'on demandé le fasse ça, cette année. donc on va le faire cette année. Moi, il y a un truc que je faisais très très bien à l'époque. Je crois que je peux retrouver mes vieux posts Facebook où je disais les 5 noms à suivre l'année prochaine, tu vois. Et genre, il y a une année, j'avais mis en top 1 et top 2 Volkanovski et Zabit Magomed-Sharipov, mais ils en étaient à 2 combats à l'UFC, tu vois. Et quand tu Ouais. regardes où ils sont montés, et ça peut être sympa aussi. On fait une règle, tu vois, que des gars qui n'ont pas encore 3 combats à l'UFC et qui ont le potentiel d'être champions, tu vois. C'est Ça peut être ça. des choses Ah, bien. Ok. je suis chaud. On réfléchit à tout ça. Donnez-nous des idées d'ailleurs en Ou commentaire pour alors, tous ceux qui qui sont va après rentrer à l'UFC 1h10. aussi? Voilà, donnez-nous en commentaire. Bon, Ouais. John, là ça fait 1h30 du coup qu'on est Ouais, occupé puisque on a fait 2 fois les 20 premières minutes. ouais. Profite bien. Tu reviens quand toi? Je sais pas encore. Comme vous pouvez le voir, il fait Oh, le jour ici au Mexique. Mais je dois à chaque fois rentrer, mais chaque fois je pose, donc je sais pas encore. Probablement fin du mois. ok. Tu me manques, hein, mec. Ouais, on se verra bientôt, À bientôt. À bientôt. Bisous. Ciao. Allez, ciao les amis.